Il déclare exactement le contraire de ce qu'il avait dit lors de sa déclaration d'investiture. En effet, le 11 juillet 1956, il lance du haut de la tribune, je cite, « Euratom ne diminuera donc en rien, quelles que soient les circonstances, les possibilités d'approvisionnement d'un éventuel programme militaire. L'assurance que je donne, c'est qu'Euratom ne sera pas un obstacle à la décision française éventuelle de fabrication militaire. » En fait, la France avait accordé à ses partenaires qu'elle renonçait pour une période transitoire de 4 ans à l'utilisation de la bombe atomique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. De fait, le calcul de Guy Mollet était parfait. Il fallait 4 ans pour avoir la dizaine de kilos de matière fissile nécessaire et autant d'années d'études pour maîtriser tous les aspects du fameux kit nucléaire. Il était clair que cette pause était en fait une fausse pause. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. Le 1er février 1956, De Gaulle visite Saclay pour le 10e anniversaire du CEA. Il est clair que ce geste signifie qu'il s'opposerait évidemment à tout abandon. Et puis, le 3 mai 1956, en très grand secret, sans que personne jamais ne le sût, jusqu'à maintenant donc, De Gaulle s'est entretenu avec un conseiller de l'ambassade américaine. Au cours de l'échange, De Gaulle va émettre l'opinion que l'idée européenne était morte. Il a déclaré qu'il serait préférable d'établir une union des nations plutôt qu'une fusion des nations. Pour lui, une Europe des nations donnerait une Europe européenne. Une fusion des nations donnerait une Europe américaine. La bombe était donc, pour De Gaulle et ses partisans, avant même son retour aux affaires, un enjeu politique majeur. Évidemment, les nations partenaires de la France vont concevoir quelque ombrage devant l'exception française, sauf que un événement inattendu va s'immiscer dans la politique locale. La guerre au Proche-Orient s'annonçait. Une vraie guerre, pas des opérations de guérilla, se préparait réellement dans le golfe de Suez. Et sans que personne ne le sache, la France avait conclu peu de jours après la déclaration sur la bombe un important contrat d'armement avec Israël. En effet, Guy Mollet vendait à l'État d'Israël 30 avions Ouragan, 60 avions Mystère 4, 170 chars Sherman, 175 chars légers AMX-13, 400 véhicules blindés et d'autres fournitures innombrables. La Tchécoslovaquie avait armé l'Égypte, la France armait Israël. Le facteur déclenchant du conflit trouve incontestablement son origine, je ne vous apprends rien, dans l'affaire du canal de Suez, quand vous savez quand Nasser annonce le 26 juillet 1956 la nationalisation du canal. Peu de temps après, la France s'engage à la construction en Israël d'un réacteur de recherche à l'eau lourde et à uranium naturel au centre de Dimona. Alors ça pourrait être une autre émission, mais la bombe israélienne, finalement, doit presque tout à la France, qui, finalement, a peut-être été le premier État, ce qu'on appelle proliférant, de l'histoire du monde. Une semaine après cet accord, la guerre éclatait à Suez. Le Royaume-Uni et la France sont intervenus après l'attaque israélienne contre l'Égypte, et pour ces 3 nations, on peut le dire, je crois, l'expérience allait être cuisante. La menace des frappes nucléaires soviétiques contre les ennemis de l'Égypte et l'absence d'appui américain vont suffire à faire rentrer tout le monde au bercail. C'est ça la dissuasion nucléaire. Les conséquences psychologiques ont été désastreuses pour la France et heureuses en fait pour le monde arabe qui a compris que la France en fait ne gagnerait pas finalement la guerre d'Algérie parce qu'elle avait tout simplement cessé d'être une grande puissance. Suez a en quelque sorte été ce qu'on appelle le choc de trop, si vous voulez. On en voulait à l'Amérique d'avoir joué un jeu trouble. Non seulement elle faisait tout pour que la France ne soit pas une puissance nucléaire, mais encore le 17 novembre 1956, quand les Français ont demandé à acheter de l'uranium enrichi, le prix de vente proposé a été tellement exorbitant que là, le ressentiment a été extrêmement grand. Et en novembre, un nouveau protocole a été signé entre le CEA et la Défense nationale. Il prévoyait déjà le principe de la mise sur pied d'explosions expérimentales. Du coup, à compter de 1957, là on peut le dire, l'argent allait couler à flot. C'en était fini de la prudence, la marche à la bombe avait repris de plus belle. On va commencer à chercher l'emplacement idéal au Sahara pour procéder au tir. Et une zone de 108 000 km² au sud-ouest de Reagan, et le mois suivant, les premiers travaux commencèrent, donc on avait trouvé. Or, vous avez entendu la date.
fin 1957. La situation en Algérie ne va pas vraiment en s'arrangeant, pire même, on peut dire qu'elle s'aggrave. Et pendant ce temps-là, non pas à Veracruz, mais dans le reste du monde, eh bien, les expériences nucléaires se succèdent. Il ne faut pas croire, des essais aériens, tantôt un tir américain, tantôt un tir russe. L'année 1957 a été terrible, on peut le dire, pour l'équilibre écologique de la planète. Le 1er mars 1957, l'armée américaine procède à l'essai d'un engin thermonucléaire sur l'atoll de Bikini. La puissance de l'engin a été de 17 mégatonnes contre les 5 attendus. Les 4 atolls des îles Marshall, Rongelap, Elinguinay, Rongerik et Utirik ont été fortement contaminés. En mai 1957, le Royaume-Uni maîtrise à son tour la bombe H. L'explosion thermonucléaire britannique ajoute ses résidus dans l'atmosphère à ceux des Russes et des Américains. Alors, je ne vais pas revenir sur la guerre d'Algérie, évidemment, ce n'est pas du tout l'objet ici, mais c'est vrai que la réapparition subite du général de Gaulle sur le devant de la scène en mai-juin 1958 a parfois laissé croire que l'homme avait vécu 12 ans dans la solitude de sa traversée du désert. En vérité, maintenant, on en sait de plus en plus, De Gaulle préparait son retour. Même retiré à Colombey, ça n'a jamais été un homme seul. En fait, dans les coulisses de la 4e République, il était au centre d'un incroyable réseau d'informateurs et des informateurs hors pair, comme j'ai pu déjà vous parler de certains. Parmi tous les affidés du général, dans le domaine du nucléaire, on a Pierre Guillaumat, non pas seulement comme administrateur général du CEA, mais aussi comme citoyen. On sait depuis longtemps que cet homme a été la pierre de touche de l'histoire de la bombe. Au-delà des affinités électives, les relations Guillaumat-de Gaulle constituent un chapitre réellement politique de l'histoire de France. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais si vous avez l'occasion, dans la bibliographie, tout ça, je vous donnerai, vous retrouverez tout ça. Quelques semaines après son entrée en fonction, le 29 juillet 1958, lors d'un conseil de défense, le général de Gaulle approuve la décision secrète prise par Félix Gaillard de procéder à une expérimentation atomique dans le Sahara. Pendant ce temps-là, les deux grands s'apprêtaient à entamer pour la première fois, à Genève, en juillet 1958, des négociations pour la suspension des essais nucléaires. Les soviétiques avaient annoncé qu'ils suspendraient de leur propre fait leurs essais nucléaires. Les Américains, eux, poursuivirent sur leur lancée, réalisèrent encore une quarantaine d'essais nucléaires. L'ultime, d'ailleurs, se déroulerait le 15 octobre 1958 et celui des Russes le 3 novembre. Et c'est le 4 juillet 1959, amusant comme date, 4 juillet, que Pierre Guillaumat, ministre des Armées, va présenter au micro de la RTF un bilan des activités de son département. Il va révéler aux Français tout l'historique de la bombe, toute l'histoire que je vous ai contée jusqu'ici, sans les détails, évidemment. La nouvelle de la bombe française va se répandre partout dans le pays, et évidemment partout dans le monde. C'est un peu le dilemme français, si vous voulez, parce que tandis que les grandes puissances s'entendaient pour éviter que les couches atmosphériques de la Terre ne deviennent délétères à tout jamais, eh bien la France, elle, prétendait demeurer libre de ses actes. Dans le langage gaullien, on appelle ça la souveraineté.